Je peux y aller? Ok, donc merci Arnaud pour l'organisation de ce séminaire très instructif. Donc, je suis content de pouvoir présenter mes recherches et de partager cette séance avec Pauline pour montrer un peu la diversité des études platoniciennes, mais aussi leur dynamisme. Et donc voilà, je vais être assez bref, même pas à une demi-heure, je pense. Je vais présenter mon projet de recherche. Et puis, comme j'ai eu la chance, comme l'a dit Arnaud, d'avoir 3 ans déjà financé à l'accueil Leuven, mes résultats, si j'ose dire. Alors, mon projet de recherche a pris sa source au moment où je terminais ma thèse sur le sophiste, donc dialogue auquel Pauline a également consacré sa thèse, et qui est présenté comme un des dialogues, disons, les plus abstraits, les plus logiques, parfois on dit, métaphysiques aussi, de Platon. Mais malgré tout, dans ce dialogue, on ne trouve à aucun moment des variables ou des lettres schématiques qui remplaceraient n'importe quel élément concret. On ne trouve pas non plus une réflexion sur la quantification. On ne trouve pas, en tout cas explicitement, une distinction entre syntaxe et sémantique. Bref, on ne trouve pas les critères qu'on associe généralement à la naissance de la logique formelle, de la formalisation. Donc, malgré le fait que le sophiste soit présenté comme abstrait, etc., dans ce dialogue, Platon n'invente pas la logique. Et pour autant que je le sache, dans d'autres dialogues non plus. Cette situation est évidemment d'autant plus frappante que peu de temps après, son élève Aristote, lui, l'invente dans les premiers analytiques. Alors, la question de ma recherche est en fait assez simple, c'est pourquoi est-ce que Platon n'a pas inventé la logique? Disons-le comme ça. Alors, et c'est pour ça. Et pourquoi est-ce que, d'où mon titre, pourquoi en reste-t-il, mais je vais mettre des guillemets sur en reste-t-il, à la dialectique et ne passe-t-il pas à la formalisation? Alors, cette question peut être posée de plusieurs manières, et une manière dont je voudrais ne pas la poser, mais c'est difficile de ne pas la poser en ces termes-là, c'est de ne pas la voir comme une question téléologique, c'est-à-dire de se dire que Platon n'a pas encore accompli le but de l'évolution de la pensée, qui est la logique. Et donc, en voyant les choses comme ça, on étudierait Platon en se demandant qu'est-ce qui lui manque, disons, pour devenir logicien, ou, si on est plus positif, en quoi est-ce qu'il anticipe la logique, l'invention de la logique. Et donc ça, ce serait une manière téléologique de voir la progression de l'histoire de la philosophie. Et c'est une façon de voir les choses dont il est difficile de se défaire, hein, même dans la manière dont on raconte l'histoire. Et donc, je refuse en un certain sens le postulat de partir d'Aristote pour interpréter Platon. Et mon objectif, c'est de ne pas voir en quoi Platon anticipe ou qu'est-ce qui lui manque pour faire la logique, mais pour ne pas faire la logique, pardon, mais plutôt d'essayer de restituer la cohérence de la démarche platonicienne qui explique non pas pourquoi il n'était pas désirable qu'il l'inventât. Quelles sont les raisons philosophiques internes à sa position philosophique qui fait qu'il n'a pas développé de logique formelle. Et de cette façon-là, j'espère donc non seulement mieux comprendre l'originalité du projet platonicien, qui fait que la formalisation pour lui n'est pas désirable, mais en plus de mettre en évidence la spécificité de la réorientation par Aristote de la philosophie platonicienne. Puisque je montrerai donc, j'essaie de montrer quelles sont les décisions ou quelles sont les orientations qu'Aristote prend par rapport à Platon. Bon. Donc, restituer la cohérence interne de la philosophie platonicienne pour montrer la spécificité de la réorientation de la philosophie par Aristote. Tel est le projet général. Alors, comment envisager un tel projet? J'ai proposé 3 pistes de recherche qui me permettent d'essayer de donner un élément de réponse à ma question. Alors, je vais détailler ces 3 pistes. La première piste concerne la question, et là je rejoins Pauline, la question de la définition. Alors, comme l'a bien expliqué Pauline, la définition est centrale dans les dialogues de Platon. Elle est évidemment centrale dès les premiers dialogues, dits les dialogues socratiques, où Socrate demande à ses interlocuteurs qu'est-ce qu'il en est d'une certaine chose. Par exemple, probablement un des premiers textes écrits par Platon, qu'est-ce qu'il en est de la beauté?
Et l'interlocuteur de Socrate répond plusieurs propositions. La beauté est une propriété matérielle, c'est la beauté humaine, etc. Et Socrate, Platon par la voix de Socrate, réfute ces définitions. Donc l'intérêt dans les dialogues, disons, de jeunesse est un intérêt négatif. Enfin, c'est un intérêt positif, mais les résultats sont négatifs. C'est-à-dire que ce que Socrate fait, c'est réfuter l'interlocuteur et réfuter les définitions qu'il avance. Cette méthode, contrairement à ce qu'on croit parfois, n'est jamais abandonnée, mais elle est combinée à la méthode dite de division et de rassemblement, dont Pauline a également parlé, qui, cette fois-ci, ne se contente plus de critiquer les définitions, mais en offre et en produit. Donc, par exemple, la définition du sophiste comme un imitateur, producteur de fantasmes, qui utilise son corps comme instrument. Bon. Donc, alors là, la question se pose, est-ce que c'est une énumération d'éléments ou est-ce que c'est un entrelacement de ces éléments, et en quoi consiste cet entrelacement? Donc ça, c'est très débattu, mais il y a une des définitions positives dans les dialogues tardifs de Platon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la définition demeure un intérêt de Platon du début jusqu'à la fin. Et ça demeure le télos de la dialectique, la définition. Alors, la situation est un peu différente chez Aristote. Certes, dans les topiques, Aristote continue à avoir un intérêt soutenu pour la définition, et on peut dire que c'est à partir d'une réflexion sur la définition qu'il identifie les grands prédicables qui ont une fortune dans la philosophie médiévale. Donc, clairement, Aristote s'intéresse à la définition, et d'ailleurs essaie de codifier les pratiques dialectiques en place dans l'académie. Mais dans les analytiques, donc un autre traité de l'Organon, il semble distinguer clairement définition et démonstration. Donc, dans les secondes analytiques, qui réfléchit aux conditions de possibilité de la science, la définition n'est plus la fin de la science, mais au contraire son point de départ. Puisque la science part de certaines définitions d'objets, et à partir de ces définitions, démontre l'appartenance d'autres propriétés. Donc, là où la définition chez Platon était la fin de la dialectique, dans le modèle aristotélicien, elle devient un point de départ important, mais un point de départ qui se distingue du processus démonstratif. Alors, mon hypothèse, la démonstration chez Aristote, elle n'a pas n'importe quelle forme, c'est deux prémices et une conclusion, c'est-à-dire que c'est un syllogisme. C'est une forme spécifique du syllogisme avec des conditions sur les prémices. Donc, mon hypothèse, c'est qu'en distinguant clairement définition et démonstration, Aristote ouvre un champ qui est celui du raisonnement, donc du raisonnement en particulier démonstratif, et un champ qu'il étudie systématiquement et donc formalise. Donc, le départ de la formalisation serait lié à la distinction claire entre définition et démonstration. Alors, ça, c'est ma première hypothèse de recherche. Alors, la seconde peut être comprise à partir de nouveau de ce dialogue auquel on revient toujours, du sophiste. Dans le sophiste, Platon, on dit, introduit la méthode de division. Mais comment est-ce qu'il l'introduit? Il ne l'introduit pas en la décrivant abstraitement, il l'introduit à partir d'un exemple concret, qui est l'exemple du pêcheur à la ligne. Donc, on est d'emblée dans un exemple concret, dans le sophiste. Et cette manière de procéder, c'est-à-dire non pas de donner une description abstraite et ensuite de l'illustrer par un exemple, est constante chez Platon. C'est également le cas dans les dialogues dits de jeunesse, où Socrate a une mauvaise réputation, ou est tensé par Alcibiade, parce qu'il est toujours avec les cordonniers, les ânes, etc. Et évidemment, pour Socrate, ce matériel concret est un point de départ nécessaire pour introduire une règle abstraite ou une forme abstraite. Donc, ce que je veux dire, c'est que chez Platon, l'exemple concret forme en un certain sens un garde-fou contre la tendance à la pensée à tourner à vide. C'est-à-dire que toute méthode abstraite prend comme point de départ, mais aussi comme un point de départ essentiel et pédagogique, l'exemple concret. Et les seuls endroits où Platon se fait abstrait, c'est des endroits qui sont, au sens fort, presque incompréhensibles.
Hein. Et donc, ça, ce n'est pas nécessairement un hasard. Si ces exemples sont incompréhensibles, c'est parce qu'ils sont incompréhensibles sans se référer à la pratique de la dialectique. Et c'est pour ça que quand on interprète ces descriptions abstraites de la dialectique, on est en fait renvoyé à la pratique concrète de cette méthode. Et cet usage de l'exemple est, à mon avis, tout à fait original et a une grande valeur. La façon dont Aristote utilise les exemples est, elle, très différente. Dans les topiques, dès que vous ouvrez les topiques, vous allez vous en rendre compte, il énumère des lieux de manière totalement abstraite, et ensuite, seulement dans un second temps, illustre parfois ces lieux, mais optionnellement. D'ailleurs, ces exemples sont généralement bienvenus pour aussi comprendre ce qu'il veut dire. Mais les exemples viennent a posteriori et pas a priori, et même parfois, ils ne sont pas là du tout. Alors, dans les analytiques, c'est un peu plus compliqué parce que les exemples ont un rôle non pas uniquement illustratif, mais un rôle pour valider ou invalider des modes syllogistiques. Donc, un contre-exemple permet d'invalider un mode, par exemple, ou de le valider, d'ailleurs. Mais mon objectif, là je vous donne la thèse de manière massive, c'est de contraster l'usage des exemples chez Aristote et chez Platon, et d'essayer de voir en quoi l'usage concret et constamment concret des exemples chez Platon est un garde-fou contre la tendance à présenter des règles abstraites et à raisonner uniquement sur ces règles abstraites. Donc encore une fois, un garde-fou vers l'intérêt pour la forme en tant que telle. Bon, alors évidemment, ici c'est une présentation, disons, caricaturale, parce que comme on va voir dans les détails, il y a des cas difficiles, mais disons que c'est la piste de recherche que je propose. Alors, la troisième piste de recherche concerne un opérateur philosophique qui s'appelle, qu'on appelle dans la littérature l'opérateur en tant que, ou le qua operator. Alors, l'opérateur en tant que joue un rôle évidemment tout à fait central chez Aristote, puisqu'il est ce à partir de quoi Aristote institue la métaphysique. Puisque la métaphysique, enfin, ce qu'on a appelé la métaphysique ou l'ontologie ou la sagesse, est conçue comme la science de l'être en tant qu'être. Donc, un redoublement, un opérateur qui permet de redoubler le sujet et de l'isoler, d'en isoler certains traits. Donc, l'opérateur en tant que est central chez Aristote. Il est central non seulement de manière, disons, constructive pour instituer la dialectique, mais il est aussi central dans la polémique qu'Aristote adresse à Platon. Notamment dans les topiques, un texte en fait très important, où Aristote s'en donne à cœur joie et montre que les formes platoniciennes ont a priori des propriétés contradictoires. Par exemple, je prends la forme homme. Homme, comme elle est la forme de l'homme et que tout homme est mortel, la forme semble être mortelle. Mais comme c'est une forme, évidemment, elle n'est pas mortelle. Donc elle est à la fois mortelle et non mortelle. Comment sortir de ce paradoxe? En distinguant les propriétés que la forme a en tant qu'elle est cette forme, donc en tant qu'elle est la forme de l'homme, elle est mortelle. Mais en tant qu'elle est une forme, elle a des propriétés qu'elle partage avec toutes les formes. L'éternité, par exemple. Donc, l'opérateur en tant que permet de distinguer deux niveaux, le niveau de la forme et le niveau de la forme en tant que forme. Et là les propriétés peuvent être différentes. Donc, c'est simple, hein, c'est simplement la forme de l'homme a des propriétés particulières parce qu'elle est la forme des hommes plutôt que de la forme des singes, par exemple. Mais elle a la propriété similaire avec la forme des singes parce qu'elle est une forme. Et ça, c'est un opérateur qu'Aristote utilise volontiers, donc non seulement pour sa science, mais aussi pour interpréter Platon. Alors, une hypothèse que je fais, c'est que Platon, lui, ne refuse d'utiliser cet opérateur en l'appliquant aux formes en tant que forme. Donc, encore une fois, mon idée, ce serait qu'il y a un garde-fou chez Platon qui est qu'il refuse de redoubler la forme. Il refuse de redoubler la forme. Et donc, de l'envisager comme un objet qu'on peut étudier en tant que tel. Et donc, d'élaborer une classe de formes qui aurait certaines propriétés communes qu'on pourrait étudier en tant que tel. Donc, en refusant de passer à la forme de la forme, Platon refuse d'instituer les idées comme une classe de choses qui pourraient être étudiées systématiquement. En gros, il refuse d'élaborer une ontologie, telle que Aristote la conçoit.
Alors ici, mon hypothèse consiste non à expliquer pourquoi Platon ne formalise pas, mais plutôt pourquoi il n'ontologise pas, si j'ose dire. Pour vous prouver ça, il y a un exemple fameux du sophiste où Platon étudie la forme du mouvement, ou de la stabilité, ça dépend comment on traduit. Et il se demande, est-ce que la forme du mouvement est stable? Et par 3 fois, alors ça c'est très très débattu dans les études platoniciennes, mais par 3 fois, il répond non. Alors je ne sais pas si Pauline me contredira, mais pour moi, ça signifie que ce n'est pas le cas. Mais évidemment, ça devrait être le cas s'il étudiait la propriété du mouvement en tant que forme, puisque toute forme est stable, toute forme est au repos. Vous voyez? Donc, si le mouvement était envisagé en tant que forme, il faudrait dire qu'il est au repos. Mais Platon ne le dit jamais. Ce qui, pour moi, est une preuve suffisante, ou en tout cas un indice éclairant, du fait qu'il ne passe jamais au niveau de la forme en tant que forme. Alors, ça, c'est les 3 pistes dont j'avais l'ambition d'explorer pendant mon postdoc et d'explorer en parallèle pour établir une lecture interne de la dialectique qui montre la raison pour laquelle la formalisation n'est pas désirable pour Platon. Alors, maintenant, je passe à la section résultats. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, 10 minutes? Oui, j'aurais fini. Alors, bon, comme souvent, les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions. J'ai dû me réaliser que cette façon de présenter les choses nécessitait beaucoup de nuances. Non seulement de la nuance, mais aussi de la familiarité avec Aristote que je n'avais pas encore au moment où j'ai terminé ma thèse. Donc, voilà, je n'ai pas eu les résultats escomptés. Mais je vais quand même vous décrire les résultats que j'ai eus pendant ces trois années de recherche. Et ce qui n'empêche pas que j'espère en avoir d'autres pendant les 3 qui viennent. Mais alors, le premier résultat concerne l'opérateur en tant que. Alors, je maintiens ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'opérateur en tant que ne s'applique jamais chez Platon aux formes en tant que forme. Par contre, je pense que j'avais été trop vite en pensant que l'opérateur en tant que ne s'applique jamais aux formes tout court. À la faveur d'un séminaire organisé par Sylvain Delcominette, je me suis rendu compte qu'en réalité, dans la seconde partie du Paraménide, qui est un des dialogues les plus mystérieux de Platon parce qu'il est fait de contradictions, Platon utilise abondamment l'opérateur en tant que et l'applique aux formes. Cependant, il ne l'applique jamais aux formes en tant que forme. Donc, je suis encore d'accord avec moi-même. Mais, attention, il l'applique tout de même à la forme de l'un. Comment est-ce qu'il l'applique? En montrant que l'un peut avoir des propriétés contraires si il est envisagé en tant que ou sous différentes perspectives. Alors, quelle différence ça fait? La différence ça fait, c'est que depuis 2500 ans, on ne comprend pas pourquoi, dans la seconde partie du Parménide, Platon accumule des contradictions. Et qu'une partie de ces contradictions, ça consiste à déduire à partir d'une forme l'un des propriétés contraires. Pourquoi est-ce que Platon fait ça? Alors, l'hypothèse que j'ai faite, c'est que justement, l'opérateur en tant que est la solution à ce problème. Parce que, en pouvant prendre des perspectives différentes sur l'un, dans la seconde partie du Parménide, Platon montre que les formes, comme les objets sensibles, peuvent avoir des propriétés contraires. Alors qu'elles ont été introduites justement pour résoudre le problème de la contrariété des propriétés au niveau sensible. Donc, l'hypothèse de recherche, là c'est plus qu'une hypothèse, mais les résultats que je présente, c'est que l'opérateur en tant que, dans la seconde partie du Parménide, permet de faire tomber la moitié des contradictions de ce dialogue en montrant que la même forme peut avoir des propriétés contraires si elle est envisagée sous des perspectives différentes, et que ces perspectives sont introduites à partir de l'opérateur en tant que. Alors peut-être pour ceux qui sont versés dans la philosophie contemporaine, cet opérateur en tant que, je ne l'interprète pas de la même manière que quelqu'un comme un métaphysicien comme Kit Fine, qui considère que le qua-object est un opérateur adjectival, c'est-à-dire qui modifie l'objet auquel il s'applique. Donc par exemple, dans la métaphysique contemporaine, de l'analytique contemporaine, on va dire qu'il y a une classe d'objets intentionnels qui s'appelle les qua-objects, qui sont des objets constitués par l'application de l'opérateur en tant que.
Mais je soutiens que, chez Platon en tout cas, l'opérateur en tant que est un opérateur adverbial, c'est-à-dire qu'il modifie non pas le sujet de la phrase auquel il s'applique, mais leur relation entre ce sujet et son prédicat. Si bien que quand je dis que l'un est en tant que somme des parties, en tant que tout qui est la somme des parties, il est en lui-même, mais en tant que tout différent des parties, il est en un autre, je ne dis pas que l'un est l'un et l'autre, mais je dis qu'on peut prendre ses perspectives sur l'un. C'est un point de détail, mais c'est un point qui est quand même très important dans l'interprétation que j'essaie de soutenir, c'est que l'opérateur en tant que est un opérateur qui ouvre des perspectives sur un objet, mais qui ne constitue pas ces objets. Et là, je sais que certaines personnes sont en désaccord avec moi. Donc ça, c'est mon premier résultat, c'est que l'opérateur en tant que, certes, n'est pas utilisé comme Aristote le fait, mais est quand même un usage constructif par Platon qui permet de faire sauter les contradictions du Parménide. Alors, mon deuxième résultat concerne la question de la définition. Donc, dans la manière dont je vous ai présenté la définition, j'ai présupposé que définition avait le même sens chez Platon et Aristote. Et ça, c'est un constat que j'ai fini par modifier au fur et à mesure de ma recherche, en grande partie à cause d'un concept qui est celui de différence, auquel j'ai fini par m'intéresser énormément. Alors, l'idée principale, c'est que non seulement donc, Aristote distingue définition et démonstration, mais en outre, il a une autre conception de la différence. Chez Platon, en tout cas de la manière dont je l'interprète, Platon a un modèle conjonctif de la détermination. C'est-à-dire que et là je ne sais pas si c'est disons, compatible avec ce que Pauline disait, mais pour déterminer un objet, Platon entrelace des déterminations. Par exemple, comme je vous l'ai dit, mimétique, s'utiliser soi-même comme un instrument, ironie, et tout ça, il l'entrelace pour constituer un genre qui est le sophiste. Et donc, on voit bien ici qu'aucune de ces déterminations ne s'implique mutuellement. C'est-à-dire que c'est une conjonction de déterminations distinctes les unes des autres. Or, Aristote, à mon avis, change ce modèle de la définition, au sens où chez lui, en tout cas dans certains textes, la différence n'est plus extérieure au genre qu'elle détermine. Typiquement dans les livres d'état de la métaphysique, Aristote explique bien que la différence implique le genre qu'elle détermine, et implique toutes les autres différences d'ailleurs. Donc, ce sur quoi je travaille actuellement, c'est le contraste entre un modèle conjonctif de la détermination et un modèle non conjonctif de la détermination, qui est parfois rapproché de la notion de déterminable, telle qu'elle est introduite par un logicien anglais. Mais donc l'idée ici, ce serait de dire que, alors que chez Platon, on a un modèle conjonctif de la détermination, chez Aristote, le déterminable n'est rien d'autre qu'une forme non déterminée du déterminé, si vous voulez. Il n'y a pas un genre auquel on ajoute une différence pour créer une espèce, mais il y a une forme déterminable qui n'existe que sous des formes déterminées particulières. Et une des questions de recherche qui m'habite et auxquelles je soumets les étudiants, c'est de savoir si ce modèle est cohérent chez Aristote. C'est-à-dire si Aristote lui-même ne change pas d'avis sur cette question au fur et à mesure de sa carrière. Donc ça, c'est une question qui m'intéresse, notamment dans le livre, dans les topiques et dans le livre Iota de la métaphysique. Donc ici, j'espère montrer aussi l'appel, la force philosophique de ces deux options que Platon et Aristote représentent, c'est-à-dire la détermination par la conjonction et la détermination d'un déterminable pas différent de la forme déterminée. Donc ça, c'est les résultats que j'ai obtenus. La suite de ma recherche, j'espère pouvoir trouver cette solution sur le modèle de la détermination chez Aristote, notamment s'il est de part en part non conjonctif. Et puis, une fois que j'ai fait ça, de m'attaquer à la piste de recherche sur les exemples, qui est peut-être une des plus difficiles parce que ça suppose une maîtrise du corpus tout à fait large, et d'être encore surpris une fois de plus par la direction que ma recherche prendra. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que c'était clair. Merci.